Si un avion vole au-dessus de la courbure terrestre, il devrait incliner ses trajectoires pour compenser. Mais, ce qui m'a vraiment intéressé, était comme vous le disiez, le gyroscope. Dans l'avion, il y a un horizon artificiel, basé sur le gyroscope. Si vous faites tourner un gyroscope sur une surface, il restera droit. Vous pouvez tourner et l'incliner sur une surface, autant que vous voudrez, le gyroscope restera droit. Donc, si un avion possède un gyroscope, et qu'il commence à suivre la courbure terrestre, le gyroscope restera droit. Ce qui veut dire que l'horizon artificiel devrait commencer à descendre. Ce qui n'est pas le cas. C'est donc une preuve absolue que l'avion vole au-dessus d'une surface plate, et non d'une surface en courbe. Sur mon dernier vol, j'ai demandé au pilote s'il a déjà vu l'horizon artificiel s'ajuster. Il a dit « non, non ». Il dit aussi que dans l'horizon artificiel, il y a un système électronique pour la compensation. Je suis ensuite allé voir le constructeur de l'horizon artificiel. Le constructeur dit que c'est complètement mécanique. Il n'y a rien d'électronique dedans. C'est juste un gyroscope qui peut bouger librement. Donc, pour moi c'est une preuve que les avions volent au-dessus d'une surface plate. Le problème, c'est qu'étant enfant, on nous enseigne ce mensonge de la boule. Si vous êtes enfant, et que vous dites à votre professeur, pourquoi les gens d'Australie ne tombent-ils pas, étant en dessous de la boule? Votre professeur dira, non, non, c'est la gravité qui les retient. Vous direz alors, ah bon, ok. Et jamais plus, vous ne reviendrez sur cette question. Mais quand vous revenez en tant qu'adulte, et commencez à regarder de plus près, avec un œil critique, tout s'effondre. Comme vous le disiez, le globe tourne à 1600 km/h à l'équateur. Le célèbre astrophysicien, Neil deGrasse Tyson, nous dit que la Terre n'est pas une sphère parfaite. L'ellipsoïde est aplati, et plus large à l'équateur. La Terre, au moment de sa formation, tournait autour d'elle-même. Elle s'est donc élargie beaucoup plus à l'équateur qu'aux deux pôles. Ce n'est donc pas une sphère. Elle est ovale. C'est un sphéroïde, ovale. Mais pas seulement ça. Le dessous de l'équateur est plus large qu'en dessus. C'est comme la forme d'une poire. La question que je lui pose alors, pourquoi y a-t-il des terres à l'équateur, puisque l'eau bouge plus facilement que la roche? L'eau resterait-il collectée à l'équateur avec la rotation de la Terre? Si vous faites tourner une balle de tennis mouillée, l'eau sera éjectée essentiellement à l'équateur. L'eau devrait donc être majoritairement située à l'équateur. Alors, pourquoi y a-t-il des terres à l'équateur? Ça n'a pas de sens. Il y a autre chose par rapport à la rotation de la Terre. C'est l'observation des étoiles. Juste au-dessus de l'axe de la Terre se trouve Polaris, l'étoile polaire, juste au-dessus du pôle Nord. On nous dit, la raison pour laquelle on voit les étoiles tourner autour de Polaris, c'est parce que la Terre tourne à 1600 km/h. Ça paraît logique. Si vous faites un accéléré ou time-lapse, avec une caméra pointée sur l'étoile Polaris, vous verrez les étoiles faire un cercle parfait. Le problème ici, c'est que la Terre orbite autour du Soleil, à une vitesse de 100 000 km/h.
Et le Soleil lui-même se déplace, en tractant la Terre et tout le système solaire avec lui, à une vitesse de 950 000 km à l'heure. Alors, pourquoi voyons-nous un cercle parfait? Le mouvement des étoiles est le plus lent. Pourtant, la vitesse de la Terre est 67 fois plus rapide, dans ce sens, et 600 fois plus rapide, dans ce sens-là. Nous devrions en principe voir les étoiles faire toutes sortes de mouvements étranges. Mais ce n'est pas le cas. Les étoiles font un cercle parfait. Ce sont donc bien les étoiles qui tournent, pas la Terre. Les scientifiques expliquent ça, avec des calculs et théories douteux. Mais nous, on fait des expériences, nous voyons les choses. Et soit, elles ont du sens, soit elles n'en ont pas. Ce que les scientifiques font, c'est substituer notre sens commun, et nos intuitions, pour des calculs et théories. Et nous sommes tenus de donner foi à leurs calculs, et ne pas croire nos propres observations, et ce que nous expérimentons nous-mêmes. Il y a eu, en 1800 en Angleterre, une expérience connue, appelée Bedford-Level Experiment. Le Bedford-Level est un canal parfaitement droit sur 10 km. L'astronome, Samuel Rowbotham, a pris un télescope, l'a placé à environ 8 pouces au-dessus de l'eau. Et un ami à lui, dans une barque tenant un drapeau, partit à l'autre bout du canal. Samuel pouvait voir le drapeau sur toute la distance parcourue. Selon la trigonométrie sphérique, la courbure de la Terre est de 8 pouces par mile, au carré. Sur 5 miles, c'est 5 fois 5 25. Multiplié par 8, ça fait 200 pouces, ce qui est égal à 5 mètres. Ça veut dire que le bateau aurait dû être à 5 mètres en dessous de l'horizon. On ne devrait pas le voir. Les scientifiques diront que c'est la réfraction, la lumière courbe derrière la courbure de la Terre, etc. Mais, le fait est que c'est parfaitement plat. Dans son livre, Samuel présente beaucoup d'expériences qui montrent que la Terre est toujours parfaitement plate. Ils disent qu'on voit le mât disparaître, mais c'est juste la façon dont vos yeux fonctionnent. C'est la perspective, et essentiellement l'atmosphère. La limite de votre vision est supposée être à 5 km, et à partir de 5 km, vous devriez voir le bateau commencer à disparaître derrière l'horizon. Mais ce n'est pas le cas. C'est drôle, quand on entend deGrasse Tyson dire qu'on ne peut pas voir la courbure de la Terre depuis un avion. Il dit qu'on n'est pas assez haut en avion. La Terre est tellement immense, et la hauteur n'est pas suffisante pour voir la courbure de la Terre. Pourtant, et apparemment, selon eux, on peut voir un bateau disparaître derrière la courbure, sur une distance de 5 km. Ça n'a pas de sens. Le fait est, si vous regardez le bateau disparaître à l'horizon, et que vous prenez une paire de jumelles, et zoomez dessus, le bateau revient à la vue. Une fois la limite de vos jumelles dépassée, si vous utilisez un télescope, le bateau revient encore à la vue. Il ne va derrière aucune courbure à l'horizon. Ce que nous avons découvert, c'est que beaucoup de personnes, qui ont fait l'expérience avec des caméras, au zoom très puissant, ont observé et suivi le bateau à mesure qu'il s'éloigne. Et ce qu'il y a, c'est qu'après une longue distance, on observe un effet atmosphérique, où le bas du bateau disparaît. Et le haut, s'inverse, on voit donc, une sorte d'image miroir. Observé à l'œil nu, on voit seulement le bateau se fondre avec l'horizon. L'un des meilleurs exemples, c'est la cathédrale de Notre-Dame d'Anvers, qui peut être vue, à plus de 240 km, alors qu'elle devrait être en dessous de l'horizon, de 2 km. Pourtant, on peut toujours la voir. Il y a eu d'autres exemples connus récemment. Un homme a pu prendre en photo la ville de Chicago, quoique placée à plusieurs kilomètres sur l'autre côté du lac Michigan. Le présentateur météo d'une chaîne de télévision dit qu'il s'agit d'un mirage.
Ceci est de Joshua Anoiki. Ce que vous voyez ici est un mirage. Normalement, on ne devrait pas voir la ville depuis la rive. Nous avons parlé de ça la nuit dernière. Les conditions sont au rendez-vous sur le lac. Nous voyons un mirage. Ils disent toujours que c'est un mirage. Mais pour avoir un mirage, vous devrez avoir des conditions atmosphériques très spécifiques. Le fait est, il y a énormément de personnes qui l'ont observé, à différents jours, et à différentes saisons. Ce n'est pas un mirage. On regarde à travers une surface plane. On voit, en forme de pyramide, l'horizon est au niveau des yeux. Tout ce qui est au-delà de l'horizon descendra avec la distance, et ce qui est en dessous s'élèvera. C'est comme si on regardait dans un long couloir. On verra les murs, le sol et le plafond se diriger vers le centre de notre vision. Entre vous et l'objet que vous regardez, il y a toutes sortes de vagues et turbulences. Lorsque vous ne voyez plus l'objet, et qu'il soit hors limite de votre vue, les turbulences peuvent obscurcir ce que vous regardez. C'est littéralement de la perspective. C'est bien, si je pouvais l'illustrer par dessin. Mais c'est un sujet qui peut être très difficile à assimiler, si vous n'êtes pas habitué. Mais c'est la perspective. Il y a un désert de sel, en Bolivie, appelé les Salar d'Uyuni, avec une superficie de 10 000 km². Et c'est parfaitement plat. Quand il pleut, il y a environ 2,5 cm d'eau, et cela ressemble à un miroir parfait. Si vous êtes à un côté, vous pouvez clairement voir l'autre côté, à plus de 100 km. Comment serait-ce possible, sur une surface convexe? Cela confirme encore une fois que la Terre est plate. Sans les effets des vagues en mer, ainsi que l'humidité, vous serez en mesure de voir bien plus loin. Si vous allez sur le site de la NASA, téléchargez une de leurs photos, depuis la Lune avec la Terre. Et ensuite, mettez-la sous Photoshop. Descendez la saturation et les niveaux. Vous verrez alors une boîte rectangulaire autour de l'image de la Terre. Ce qui signifie que l'image est truquée. Tout ce que produit la NASA est pratiquement frauduleux. Il n'existe pas d'image de la Terre depuis l'espace. La première image que la NASA prétend être authentique est celle de 1972. L'image est connue. C'est la même qui a été utilisée pendant 50 ans, dans chaque livre scolaire. Toutes les autres images sont des composites, c'est du Photoshop. Et il y a cet endroit lumineux. Ça s'appelle la lumière spéculaire. C'est la lumière du soleil réfléchie sur la surface de l'eau. Ce que j'imagine malheureusement, c'est qu'il y a des artistes pour créer le monde. Je ne suis pas astronaute. Je n'ai jamais été dans l'espace. Mais j'ai regardé ces images, encore et encore, pour en saisir l'essence. C'est du Photoshop. Mais il faut que ça soit du Photoshop. Beaucoup d'entre nous ont regardé ces images de la Terre, incluant la grande bleue marbrée, faite en 2002, si je crois bien. Si vous zoomez dessus, avec Photoshop, vous verrez où ils ont utilisé l'outil de duplication pour copier un nuage et le dupliquer à différents endroits sur l'image de la Terre. Sur une autre image, ils ont même photoshopé le mot sexe sur les nuages. Le sexe est un outil subliminal qu'ils utilisent souvent. Vous pouvez regarder ça, vous-même, sur le site de la NASA.
J'ai une vidéo sur laquelle je travaille, et qu'ils appellent la sonde spatiale Galileo. Quand la sonde a été lancée, elle a pris plusieurs séries d'images de la Terre. Sur ces images, vous remarquerez que les nuages restent figés sur place, sur une durée de 25 heures. Ils ne bougent pas. J'ai trouvé quelques images prises depuis des satellites. Séparément par différents satellites, que les nuages sont identiques à ceux de la photo de la sonde Galileo. C'est donc une carte map pour les nuages. Ce serait pourtant très facile de faire taire tout le monde et mettre fin à ce sujet, une bonne fois pour toutes, en tournant le satellite, Hubble, et zoomer sur la Terre. Et en temps réel, montrer ce qui se passe à tel ou tel endroit. Nous saurons ainsi qu'il y a quelque chose qui nous observe depuis l'espace. Mais ils ne peuvent pas le faire, car les satellites n'existent pas. Quand vous allez sur un logiciel de tracking d'avions de ligne, vous verrez des centaines et des centaines de vols dans l'hémisphère nord. Vous pouvez suivre ces vols, du début à la fin. Regardez n'importe quel vol dans l'hémisphère sud. Vous verrez l'avion décoller, et ensuite, disparaître du suivi, environ 1 heure après le décollage. Ensuite, 1 heure avant d'atterrir, il réapparaît. Il n'y a pas d'explication à ça. Mais le fait est que les distances sont très différentes entre une carte Terre plate et carte globe. Quand vous regardez les vols dans l'hémisphère sud, vous remarquerez qu'ils font toutes sortes de déviations insensées. Par exemple, si nous regardons les vols de Cape Town, vers l'Australie à Sydney, ils doivent passer par Dubaï d'abord. Récemment, il y a eu le cas d'une femme enceinte, dans un avion. Durant ce vol, la femme a perdu les os. Ce vol relie les Philippines, Los Angeles. Il a fallu atterrir en urgence. Alors, au lieu de revenir en arrière, ou continuer jusqu'à Los Angeles, ils ont atterri en Alaska. Et si vous regardez sur une projection plate, le trajet est en ligne droite. L'Alaska est sur le chemin, en ligne droite. Entre les Philippines et Los Angeles. De Santiago, du Chili vers l'Australie, le vol s'arrêtera à Los Angeles. Sur Terre plate, tout semble avoir du sens. La seule chose qui pourrait le confirmer ou le contredire, serait le GPS. Et apparemment il ne fonctionne pas dans l'hémisphère sud. C'est un problème. Parce qu'il y a des personnes qui ont pris des vols, qui n'ont pris que 14 heures. En vol direct depuis l'Australie vers l'Amérique du Sud. Quelqu'un a repris la carte plate, pour prendre en considération ces distances. Cela semble fonctionner. Moi-même je n'ai pas vu cette carte. Mais j'y regarderai plus en détail. Je n'ai pas la preuve, que ces gens ont pris ces différents vols. On me l'a juste dit. Mais qui sait? Ils pourraient planifier ces vols, plus onéreux que ce que les gens peuvent payer. Et si malgré la cherté, les voyageurs les prennent, ils peuvent toujours les annuler. Je pense qu'il n'existe aucun vol qui traverse directement le pôle Nord.
Je crois qu'il passe à côté, il ne le survole pas directement. Je ne sais pas si c'est à cause du magnétisme, mais ce que je sais, c'est que rien ne survole le pôle sud. Parce que sur cette carte, l'Antarctique, c'est le cercle qui entoure la Terre plate. Vous ne pouvez donc pas survoler au-dessus du cercle extérieur. C'est pour ça que nous ne sommes pas autorisés à aller là-bas. Pensez-y, c'est le seul traité que tous ces pays n'ont jamais brisé. Et sont complètement d'accord dessus. Oui, c'est le seul. On nous garde éloignés de cet endroit pour une raison. Ils ont des bases scientifiques, et c'est littéralement contrôlé par les militaires. Si vous essayez d'y aller de vous-même, vous serez raccompagné. Un homme appelé Jarle Andouaille a essayé d'effectuer une mission en Antarctique. Il fut ramené par les militaires. Ils ne veulent pas que vous découvriez ce qu'il y a au-delà. L'amiral Byrd a effectué 4 expéditions, principalement militaires, d'importants groupes militaires, des milliers de personnes, des avions, des bateaux, etc. Dans une interview, l'amiral Byrd a confirmé qu'il avait découvert une terre, un continent, aussi grand que les États-Unis. Avec des lacs d'eau chaude, montagnes, etc. Un continent, complètement inhabité. Il l'a situé de l'autre côté du pôle sud, de l'Amérique moyenne. Donc, sur une terre globe, ça serait dans l'océan Indien. Un continent immense que personne ne connaît. Une expédition, l'Antarctique a été fermée. Ensuite, les Russes et les Américains se sont mis à tirer des missiles nucléaires, droit dans le ciel. Cette opération est appelée Fishbowl, ensuite appelée sous le nom Projet Dominique. Fishbowl se traduit par bol à poisson ou aquarium. Il semblerait que l'amiral Byrd a découvert le bord du dôme. Et après le départ de l'amiral, les militaires se sont mis à tirer des missiles dans le ciel. Je pense que c'est pour évaluer l'altitude du dôme. Il vous faut regarder les vidéos de ces explosions. Quand vous voyez une explosion, en plein air, vous voyez une boule de feu. Ça va dans toutes les directions, mais principalement vers le haut. Mais si vous regardez les explosions de l'opération Fishbowl, ces dernières explosent vers l'extérieur, en un cercle. Ça veut dire que ça explose contre quelque chose. L'explosion n'a pas pu aller plus haut, d'où sa dispersion en un cercle. Et quand vous regardez le point central, ce dernier brille d'intensité, de chaleur, et se refroidit avec le temps. À mon avis, les missiles explosaient contre le dôme. Une personne appelée Rob Skiba a découvert que le nom « Opération Dominique » signifie « du Seigneur ». Donc, Fishbowl, bocal à poisson, du Seigneur. Je pense qu'ils savent clairement que nous sommes dans un système délimité. L'amiral Byrd a trouvé le bord, et ils ont tiré des missiles dans le ciel dans le but de savoir la hauteur d'élévation du dôme. Ils disent aussi, un sniper, qui tire à longue distance, doit prendre en considération la rotation de la Terre. Parce que, à partir du moment où la balle quitte le canon, sa vitesse dépendra de celle de la Terre. Vous devrez donc calculer cela en fonction de la rotation de la Terre. Ils disent que l'artillerie lourde est aussi concernée. Mais tout ça n'est qu'un mensonge. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, un sniper devrait passer beaucoup de temps à calculer ses tirs. En réalité, il ne le fait pas.
Il prend en compte le vent, l'élévation, etc. Mais il ne prend pas du tout en compte l'effet Coriolis. De même pour les avions. Si la balle qui quitte le canon est indépendante, pourquoi cela ne s'applique pas aux avions? Il y a une vidéo sur YouTube qui essaie d'expliquer l'effet Coriolis, en l'illustrant avec un avion en papier. Si vous lancez l'avion au nord, il sera dévié à l'est, dû à la rotation de la Terre. Mais si vous prenez l'exemple d'un vrai avion, celui-ci devrait viser le nord, pour aller à l'est. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et si c'était le cas, les avions devraient atterrir sur des pistes en mouvement. Ce serait impossible. Comment se fait-il que la durée de vol Londres-New York et celle de New York-Londres soit exactement la même? Un, dans le sens de la rotation de la Terre, et l'autre, dans le sens opposé. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Ils diront que toute l'atmosphère tourne avec la Terre. Mais ça n'a pas de sens non plus. Les plus hautes couches de l'atmosphère bougent lentement, tandis que celles plus proches bougent plus rapidement. Si tout est en rotation comme ils le disent, comment se manifeste un vent, une brise, qui va à l'opposé de la rotation de la Terre? C'est insensé. Comment on obtient une brise qui va du nord au sud? Ce n'est pas croyable. La science moderne vous donnera des calculs et des idées farfelues, alors que vous pouvez regarder par vous-même et constater ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Nos sens naturels sont bien capables de ressentir l'accélération. Dans une voiture par exemple, vous pouvez ressentir l'accélération et les changements subtils de l'accélération. Si vous êtes ici, en Macédoine, la vitesse de la Terre est estimée à 1100 km/h à cet endroit. La vitesse à cet endroit est plus lente que le maximum à l'équateur, dont la vitesse est à environ 1650 km/h. Prenez un vol d'ici jusqu'en Afrique, au niveau de l'équateur, pourquoi ne ressentez-vous pas le changement d'accélération? On a des sens qui sont capables d'enregistrer le moindre changement d'accélération. Vous sortez de l'avion sans ressentir un léger étourdissement? À cause d'un déplacement plus rapide? Non. Ça n'a vraiment pas de sens. Vous avez vu la courbure terrestre, depuis son ballon? C'était très évident. Tout le monde disait, « Eh, regarde, c'est la courbure. » Mais quand vous regardez le sol du Nouveau-Mexique, car c'est de là qu'il a sauté. Tout le sol que vous voyez, fait partie du Nouveau-Mexique. Si c'est vraiment la courbure de la Terre, cette dernière serait très petite. Et le Nouveau-Mexique occuperait une grande partie de la surface du globe terrestre. En vérité, la caméra est équipée d'une lentille fisheye, ou œil de poisson, ce qui distord les bords de l'image. Il lui a fallu 2 heures pour monter. Et durant ces 2 heures, la Terre aurait dû tourner plusieurs centaines de kilomètres. Mais non. Il a atterri, à quelque chose comme 70 km. Et cela, à cause du vent, et sa trajectoire. Il y a tellement de choses intrigantes à ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, si vous commencez à regarder de plus près, et poser les questions les plus basiques, vous allez vous rendre compte que les réponses qu'on vous a fournies, quand vous étiez petit, n'ont pas de sens en vérité. L'idée ici, c'est que la Terre étant un globe, selon eux, et du moment que le Soleil est de ce côté, il doit faire nuit de l'autre. On nous dit que le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Ce n'est pas vrai. C'est plus proche que 5000 km,
et son diamètre est de 51 à 52 km. Ça peut paraître vraiment fou, mais si vous fixez le soleil, à travers des ouvertures de nuages, vous remarquerez les rayons venir en un angle. Si le soleil était vraiment à 150 millions de kilomètres, les rayons devraient descendre en parallèle. Non? Je ne peux préciser exactement, une distance de 150 millions de kilomètres. Mais un objet à cette distance, les rayons de sa lumière devraient arriver en parallèle. Cette lumière ne peut parcourir une distance de 150 millions de kilomètres, et s'étendre de cette manière. En aucune façon. Si vous suivez ces lignes de lumière, vous verrez exactement où le soleil se situe. Et comme je l'ai déjà dit, on a calculé sa distance, elle est à environ 200 000 km. Maintenant, si le soleil tourne au-dessus de ce disque plat, la portée de sa lumière est limitée. Donc, il n'est clair que la région où il se trouve. S'il se trouve au-dessus de l'Amérique du Sud, eh bien, l'Australie sera dans le noir. Puisque la lumière du soleil ne peut atteindre ce pays. Les gens disent qu'ils voient le soleil se lever et se coucher. Quel est son fonctionnement sur Terre plate, s'il tourne en cercle, au-dessus continuellement? Eh bien, en grande partie, c'est la perspective. Si vous observez, dans une vidéo où le soleil se lève et se couche, vous constaterez que le soleil arrive de loin, avec une petite taille, et grossit, au fur et à mesure, qu'il s'approche vers le milieu de la journée. Puis, la taille du soleil redevient de plus en plus petite, à mesure qu'il s'éloigne vers le coucher. C'est l'effet de la perspective. C'est cet effet de perspective. Comme le plafond dans un couloir, à mesure qu'il s'éloigne, il se rapprochera de votre horizon, jusqu'à disparaître hors de la limite de votre vue. Et c'est ce qu'on voit, quand le soleil tourne au-dessus et semble se coucher. Il y a une équipe amateur en Californie, qui a lancé une fusée, jusqu'à 120 km d'altitude. Cette vidéo est disponible sur YouTube. C'est un peu difficile de suivre la progression de la fusée. Son ascension est tellement rapide. Elle tourne à grande vitesse sur elle-même. Mais quelqu'un a méticuleusement analysé cette vidéo, pour voir s'il pouvait déceler le moindre détail important. Cette personne a remarqué la présence de la Lune. Ce bonhomme a été sur le site internet, date et temps. Ce site indique la position du Soleil et de la Lune, à n'importe quel jour et heure de l'année. Il a fait un petit travail de détective, pour trouver exactement, où, et quand, cette fusée a été lancée. Il a découvert avec stupéfaction, que la Lune était de l'autre côté de la planète, au-dessus de l'Australie. À l'opposé de la Californie. La fusée était à 120 km d'altitude. Mais quelqu'un en bas n'aurait pas été en mesure de voir la Lune. Si on peut voir la Lune au-dessus de l'Australie, depuis la Californie, il n'y a qu'une explication à ça. La Terre est plate. Si vous regardez la direction de la navette spatiale, elle ne va pas en ligne droite. Elle prend toujours une courbure. En direction de la mer. Elle va à l'horizontale, très bas dans l'atmosphère. Elle lâche son réservoir extérieur, alors qu'elle est toujours dans l'atmosphère. Ce qui fait qu'elle est toujours dans l'atmosphère lorsqu'elle est à l'horizontale. Elle ne va jamais plus haut. Ensuite, elle est hors de vue. Non pas parce qu'elle va trop haut, mais parce qu'elle va trop loin. Hors de portée visuelle. Et apparemment, il n'y a jamais personne dans les navettes spatiales. L'accident de la navette Challenger en est une preuve. En 1986, la navette a explosé peu de temps après le décollage, causant la mort des 7 astronautes.
Seulement, il s'est avéré que les 6 astronautes sont toujours en vie. Et la plupart d'entre eux utilisent toujours leur nom d'origine. Vous pouvez trouver des photos de ces personnes. Ils utilisent les mêmes noms, et ils ont un emploi ordinaire. Professeur, avocat, etc. Je pense que la navette n'est qu'une coquille vide, qu'ils balancent dans la mer, une fois qu'elle soit hors de la vue. Ils ont un avion déguisé en navette spatiale. Vous pouvez le voir à chaque fois que la navette atterrit. Le bruit du moteur est assourdissant. C'est celui d'un moteur d'avion. Visionnez n'importe quelle vidéo de l'atterrissage de la navette, on peut affirmer clairement que c'est un moteur d'avion. Ce n'est pas un planeur. Dans ma vidéo, je montre à quoi ressemble un planeur. C'est donc un avion, pas un planeur. Ils nous trompent. Ils nous prennent des milliards de dollars, et nous donnent ces images composites et faux avions, pour je ne sais combien de centaines de milliards. Vous avez le réservoir extérieur et la navette spatiale. À ce point-là, elle est à l'horizontale, puis il sépare le réservoir extérieur. À ce niveau, elle n'est plus alimentée, puisque c'est le réservoir qui contient tout le carburant. Quand la propulsion s'arrête, le réservoir est relâché. Techniquement, la navette et le réservoir devraient suivre le même chemin, vu qu'aucun d'eux n'est alimenté à présent. Du fait que c'est le réservoir qui contient tout le carburant, le poids arrière de la navette est réduit. Mais à ce point, la navette se trouve toujours dans l'atmosphère. Et elle doit pourtant bien finir sa course jusqu'à l'orbite. Et du moment que le réservoir s'est détaché, il n'y a plus rien qui puisse la pousser en orbite. Walt Disney et la NASA sont très proches. Walt Disney a travaillé avec la NASA sur les missions lunaires. Ils ont créé des films sur ces missions, de façon à divertir le public. Je suis absolument certain que Stanley Kubrick a filmé l'atterrissage sur la Lune. Il a laissé quelques indices, pour qu'on sache éventuellement avec le temps, que c'était son œuvre. C'est une sorte de blague. C'était fait, pour tromper les gens dans les années 60. Il y a des empreintes de pieds sur la Lune, mais aucune du module lunaire sur la surface. Il n'y a pas de traces non plus, des réacteurs sur le lieu d'alunissage. Et lors du décollage, l'ascension du module est parfaitement suivie par une caméra. La NASA dit qu'ils ont réalisé ce film à distance. Il y a, au minimum 2 à 3 secondes de détail, entre l'envoi du signal, et la réaction de la caméra. Et 2 à 3 secondes supplémentaires, pour voir ce qui se passe. C'est donc, pratiquement impossible, d'arriver au résultat d'une telle précision. Ils ne l'ont fait qu'une fois. Ils ne pouvaient faire plusieurs prises de décollage. Et ils ont réussi du premier coup? Waouh! Soit, ils ont abandonné un astronaute sur la Lune pour filmer, soit c'est un trucage. Et c'était truqué. Absolument truqué. Il n'y a pas tellement de gens impliqués dans cette histoire. La NASA contrôle l'espace. D'autres agences voient le jour. C'est du business. La NASA amasse des milliards de dollars par an. Les Russes, eux aussi s'y mettent. Et font beaucoup d'argent avec ça. Vous avez vu l'image qu'ils ont sortie? Ce sont cette fois, les Japonais qui ont trafiqué des images de la Terre, vues depuis la Lune. Et c'est encore mieux truqué, que ce que la NASA a produit.
Ils rejoignent tous le train de l'argent facile. Mais ce n'est pas la seule chose qui nous a été cachée, durant toutes ces années. Nous conduisons des voitures à pétrole, parce que, il y a 100 ans de ça, la famille Rockefeller s'est approprié le marché du pétrole. Le développement des voitures allait évoluer vers l'électricité. Toutes les voitures auraient dû être électriques. Mais ils nous ont forcés à cette dépendance au pétrole. Ils nous ont caché des secrets. Nous aurions pu tous rouler en voiture électrique. Nous utilisons toujours ces vieilles et sales machines, qui datent depuis 100 ans. Parce que, on nous cache des secrets. C'est facile, si tout le monde a été entraîné à croire que ceci est réel. Est-ce que c'est dans notre intérêt d'explorer l'espace, aller sur la Lune, aller sur Mars, etc. Et pourtant les gens paient pour ça. Et ils se font extorquer des milliards. Il y a plus que ça. Je crois qu'il y a une grande déception qui pourrait arriver. C'est le sujet des aliens, et de la vie extraterrestre. La première fois, où les gens furent confrontés au concept d'aliens, ce fut, depuis Roswell, en 1947. Et depuis ce temps, on nous bombarde, avec des films de science-fiction, et des idées d'aliens. De nos jours, beaucoup de gens pensent qu'il y a des aliens là-dehors. Ils nous préparent donc, à une invasion extraterrestre, ou à un sauvetage alien. La Terre plate est arrivée juste au bon moment, pour éduquer les gens, et leur faire comprendre qu'on nous a menti. Si vous savez à quel point, à l'intérieur de moi-même, je sais maintenant ce qui est vrai, et ce qui ne l'est pas. Je ne serai pas dupé par les aliens, car je sais qu'ils n'existent pas. L'espace lui-même n'existe pas. C'est tout simplement la fantaisie de la NASA et Disney. La Bible a une vision très claire de ce qu'est cet endroit. Et ça correspond à ceci, plutôt qu'à cela. La Bible décrit les grandes profondeurs. Ce sont des eaux profondes, elles sont en dessous. Et au-dessus du firmament, il y a aussi de l'eau. C'est bien décrit dans la Genèse. Dieu sépara les eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Et, il a fait un espace. Ensuite, il fit apparaître des terres sèches, hors de l'eau. Ce qu'il y a en dessous de la terre plate, c'est sans doute de l'eau. Et ça continue. Je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas allé en dessous. Je ne sais pas ce qu'il y a, passé les premières centaines de kilomètres, au-delà de l'Antarctique. Les connaissances que j'ai acquises, durant une année et demie de recherche, me donnent la capacité de différencier entre le vrai et le faux. Et je suis en train de suivre mon intuition, concernant ce sujet. Personne n'a jamais traversé l'Antarctique. Il y a des millionnaires là-dehors, qui ont les ressources, pour aller traverser l'Antarctique. Et se faire une renommée. Être la première personne à accomplir cela. Mais personne ne l'a jamais fait. Je dirais une chose, qui est légèrement hors sujet. Des gens ordinaires, sont devenus des scientifiques à travers cela. La communauté scientifique ignore beaucoup de choses, que nous observons. Les gens ordinaires font leurs propres expériences à présent. Et une de ces expériences, s'est avéré un fait étonnant, qu'on ne nous a pas dit. Ça détruit l'idée, de tout ce modèle héliocentrique. C'est le phénomène de la Lune. Si vous prenez un morceau de carton, et un verre d'eau, vous le posez sur le sol. Ajoutez ensuite un autre morceau de carton, en guise de barrière contre la lumière de la Lune. Un morceau de carton à l'ombre de la lumière de la Lune, et l'autre agissant comme barrière contre la lumière.
Il existe des thermomètres laser, dont plusieurs personnes en possèdent. Avec cet instrument, vous pouvez mesurer la température de la lumière de la Lune, et celle de l'ombre. Vous constaterez alors, que la lumière de la Lune est plus fraîche, que celle de l'ombre. La Lune émet sa propre lumière. Et à l'opposé du Soleil, qui lui a sa lumière chaude, celle de la Lune est froide. La Lune ne réfléchit pas la lumière du Soleil. Elle produit sa propre lumière. Et elle est différente de celle du Soleil. La communauté scientifique ne nous l'a pas dit, et ils ne le diront jamais. Car, ça détruit l'idée, qui veut que le Soleil illumine la Lune. Ce monde est très différent de ce que la plupart des gens pensent. Il y a des groupes de personnes très puissantes, qui contrôlent essentiellement le monde, à l'heure actuelle. Une personne ordinaire, est un esclave dans ce monde. Et les esclaves ne sont pas éduqués. On leur dit, juste ce dont ils ont besoin de savoir. On vous apprend assez pour que vous puissiez manipuler certaines machines. Ou simplement faire votre travail. Mais vous n'êtes pas censé savoir ce qui se passe réellement. C'est le pouvoir qu'ils ont sur nous. Ils savent ce qui se passe, comment le monde fonctionne. Mais pas nous. Encore une chose à propos de l'esclavagisme. Les esclaves n'ont jamais été libres. En fait, tout le monde est esclave. Si vous êtes citoyen d'un pays, alors vous êtes un esclave. C'est ça en réalité un citoyen. Donc, ils ont étendu l'esclavage à tout le monde. Et en ont fait une prison à ciel ouvert. Et c'est, ce en quoi tout le monde vit à présent. Nous sommes esclaves de maîtres puissants. Nous ne voyons pas de barreaux. Les barreaux, sont les frontières des pays. Vous devez utiliser un pass pour sortir. Ils ne vous laisseront pas sortir, à moins que vous ne leur présentiez votre passe. Et des fois vous êtes refoulé. En venant ici, je faisais la queue. Et j'ai vu quelqu'un se faire renvoyer, à cause de quelque chose qu'ils ont trouvé dans son sac. Nous avons des droits naturels qui nous permettent de voyager sur cette terre. Nous y sommes nés. Mais nos maîtres nous ont confinés dans de petites prisons ouvertes. Et pour franchir la porte, il vous faut la permission. Et cette idée du Big Bang. Il y a des milliards d'années, le néant, a soi-disant explosé, pour créer le monde, est ridicule. Avec ce mensonge, ils essaient de nous faire croire, que comparé à cela, l'idée d'un Dieu créateur, est stupide. Objectivement, moi, je pencherais plutôt vers l'existence d'un créateur. Beaucoup de choses pointent vers l'empreinte d'un créateur. Ce n'est pas aussi ridicule que ce néant, qui explose et devient quelque chose. À mon avis, la théorie du Big Bang, celle de l'évolution de Darwin, et la théorie du globe, sont toutes interconnectées. Ces théories, sont là pour nous faire croire, qu'on est insignifiant. Pour nous faire croire, que nous ne sommes rien que de petites créatures minuscules, microscopiques, rampant sur une boule poussiéreuse, dans un univers infini. Si cela est vrai, et qu'il n'y a aucun sens à notre vie, ou à quoi que ce soit, alors, nos maîtres, peuvent faire de nous, tout ce qui leur passe par la tête. D'après eux, tout est accidentel. Donc, la nourriture peut être génétiquement modifiée, parce que c'est imparfait. Et nous-mêmes, nous pouvons être modifiés, puisque nous sommes imparfaits. Si nous considérons que ceci est l'univers, ce système est le seul que nous connaissons.
Tout ce que la NASA a fait, est composite et faux. Les gens disent que tout est sphérique dans l'univers. Les planètes, le Soleil, la Lune. Pourquoi alors, la Terre est-elle plate? Eh bien, comment savez-vous que la Lune, et les planètes sont sphériques? Si vous regardez à travers un télescope, vous voyez un disque lumineux. Les deux yeux sont nécessaires, pour voir un objet en 3 dimensions. À travers un télescope on ne peut voir en 3D. Ce sera plat, de toute façon. Car tout ce que vous voyez, c'est un cercle lumineux. C'est seulement la NASA, qui nous montre ces magnifiques images de sphères parfaites, de soi-disant étoiles et planètes. C'est faux de penser, que puisque là-dehors tout est sphérique, la Terre doit l'être aussi. C'est comme si, la balle de basket est sphérique, le terrain doit l'être aussi. Donc, la théorie du globe, la théorie de l'évolution, et celle du Big Bang, ne sont là, que pour nous faire croire, que nous sommes insignifiants. Afin de pouvoir nous manipuler. Si tout le monde réalise à quel point nous sommes spéciaux, et que chaque vie est unique, le monde entier changerait en une nuit. Nous n'accepterons pas d'être manipulés par cette cabale. Nous n'autoriserons personne à détruire cette terre. Ils disent que c'est une planète parmi des millions, et qu'ils ont découvert d'autres terres, que nous coloniserons éventuellement, lorsque la Terre ne sera plus habitable. C'est faux. Il n'y a que notre Terre. C'est tout. Donc, si nous comprenons toute cette manipulation, nous n'autoriserons pas tout ce qui nous arrive. Toute cette manipulation, c'est pour nous contrôler. Il y a des groupes qui veulent contrôler le monde. Ils ne peuvent pas nous contrôler directement. Parce que, on représente la majorité. Ils utilisent alors, le mensonge pour manipuler nos propres pensées, nos propres cœurs, afin de les utiliser contre nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont éduqués, forcés, à accepter ce monde sphérique qui tourne avec l'évolution et le Big Bang. Bref, ils ont fait de nous, des êtres insignifiants. Maintenant, c'est génial ce qui arrive. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la Terre plate, il y a 1 an et demi de ça, il n'y avait sur YouTube, que quelques centaines de vidéos traitant le sujet. Peut-être moins. En dehors de YouTube, personne n'en parlait. Mais durant l'année 2015, il y a eu une véritable explosion. Il y a maintenant, des centaines de milliers de personnes qui s'y intéressent. C'est ce qui se passe, et c'est bien. Vous regardez ou lisez quelque chose d'inhabituel, et vous vous dites, « Ah oui. Je me suis toujours demandé pourquoi cela. » Vous commencerez à vous intéresser au sujet. Et vous aurez de plus en plus, l'envie d'en savoir encore et encore. C'est ce qui m'est arrivé à moi, aussitôt que j'ai reçu ce déclic. J'ai passé des heures éveillées, à réfléchir sur le sujet, à faire des tests. Et cela, semble être le même cas, pour des milliers de personnes autour du monde. Ces gens se sont soudainement intéressés, au point de faire des recherches approfondies. Ils ont développé une véritable passion pour le sujet. Je pense qu'ils ont flairé le goût de la vérité. Nous reconnaissons la vérité, quand nous l'entendons. Nous la ressentons. Encore une fois, je dirais que cela est arrivé au bon moment, pour que les gens se réveillent et voient ce qui se passe réellement dans ce monde. Il n'y a rien d'autre qui a pu réveiller les gens. Même le 11 septembre n'a pas pu provoquer un éveil à cette échelle. J'ai passé 40 ans de ma vie comme athée. Je le suis depuis l'âge de 13 ans. Je ne voulais pas avoir affaire avec la religion, ou quoi que ce soit qui est en rapport avec la Bible. Mais à présent, je suis convaincu de l'existence de Dieu. J'ai vu ses empreintes. Pas seulement avec la Terre plate, mais tout ce que j'ai constaté ces 10 dernières années. Cela m'a emmené à comprendre qu'il y a un Créateur. Je ne suis pas le seul.
Beaucoup de personnes honnêtes ont eu exactement la même révélation que moi. À présent je suis exactement les commandements de Dieu, et j'essaie d'améliorer mon comportement humain le mieux que je peux. Kenneth Ovin a dit, il y a deux possibilités. Soit, il y a un Dieu, soit, il n'y en a pas. Et les deux sont terrifiantes. Si Dieu n'existe pas, alors personne n'est au contrôle. Nous sommes propulsés à travers l'espace, dont la destination reste incertaine. Cela est terrifiant. Par contre, s'il y a un Dieu, nous ferons mieux de chercher à savoir qui il est vraiment, et faire exactement ce qu'il recommande. Il s'est avéré que Dieu nous a laissé des instructions très précises, que nous sommes tenus de suivre. Ce ne sont pas des règles, comme les lois que nous devons suivre, sinon c'est la prison. Non. Ce sont des règles de vie, afin de ne pas briser l'harmonie de ce monde. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas, etc. Ces règles sont écrites dans nos cœurs de toute manière. En vérité, nous vivons dans une société qui autorise les 10 commandements. Les policiers et les soldats peuvent tuer. Ils sont autorisés à tuer. Les policiers ont le droit de mentir. Ils le font tout le temps. Ils ont le droit de mentir afin de capturer quelqu'un. Tous les 10 commandements sont autorisés dans cette société. Ça ne laisse aucun doute sur l'identité de celui qui la contrôle. C'est un mouvement profond, et je n'aime pas utiliser le mot mouvement. Je dirais que c'est un profond changement de conscience pour les gens. Parce que, parmi tous les sujets qui ont vu le jour, au cours de ces dernières années, le sujet de la Terre plate est celui qui leur fera comprendre qu'ils ont été trompés. Et qu'on leur a toujours menti.